Harcèlement scolaire, montée du masculinisme, pensée suicidaire des élèves, mais aussi ses avantages de ministre et les rythmes scolaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter ? Non, je crois pas. La ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, est venue chez Combini parler santé mentale à l'école. Elle a répondu aux questions de nos 3 invités et aussi aux vôtres. Hop là. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Alors je suis Marie, la maman d'Eva Dupuis. Je ne sais pas si vous voyez de qui il s'agit. Donc une petite fille qui a été victime de harcèlement scolaire de la part d'une professeure, de la part d'élèves, et qui s'est suicidée au mois de juin 2019. Il y a un sondage qui est paru en 2024. Un lycéen sur 4 a eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois. C'est même 1 sur 3 chez les jeunes filles. Ah, alors c'est même pire. Quand on lit vos mesures, vos propositions, suite aux assises sur la santé mentale, les grands absents sont les professeurs. C'est quand même eux qui sont en première ligne avec les élèves et qui pourraient être les plus à même de détecter les premiers signes de souffrance, voire de harcèlement chez eux. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà lancé. Vous savez, dans le plan interministériel de lutte contre le harcèlement, il était déjà prévu une formation de tous les personnels de l'éducation nationale, précisément pour lutter contre le harcèlement scolaire. Donc, c'est une formation qui se déroule sur 5 ans et qui se terminera en 2027. Mais il me semble que cette formation n'est pas obligatoire. C'est sur la base du volontariat. Ah non, je pense que c'est une formation obligatoire. Encore le principal me l'a D'accord. dit cette année lors des audiences. C'est sur la base du volontariat. Je travaille dans une entreprise privée. On a des formations qui sont optionnelles et d'autres qui sont obligatoires. En termes de sécurité informatique, de harcèlement, on doit les faire. Pourquoi on ne peut pas avoir un management qui ressemble à ça pour l'éducation nationale, pour les professeurs, concernant ce sujet qui, je crois, est une priorité nationale? Je ne sais pas s'il faut en passer par le fait que c'est obligatoire et que c'est de l'intérêt de chacun d'aller se former, mais si vous me dites qu'il y a des situations dans lesquelles ça n'est pas fait, ben ça sera fait. Moi, j'ai souhaité qu'on puisse avoir désormais un protocole dans chaque établissement de repérage et de prise en charge des élèves. Évidemment, c'est toute la communauté éducative qui doit se mobiliser. On voit bien que souvent, alors on le voit d'autant plus avec l'affaire Betaram en ce moment, quand les enfants essayent d'alerter les adultes, ils sont tout juste entendus. Écoutez, je pense encore moins. Quelle place souhaitez-vous accorder à la parole de ces enfants, d'autant plus quand ils remontent des souffrances qui viennent de la part d'adultes travaillant dans ces établissements scolaires, y compris les professeurs? Enfin, c'est vraiment l'objectif de libérer la parole des enfants et de multiplier les canaux, si je peux dire, d'écoute des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a le 30-18 aussi pour la lutte contre le harcèlement, qu'on a le 119 pour la prévention donc des violences sur les enfants, c'est le 119 Enfance en danger, et puis que l'ensemble de la communauté éducative, là encore, doit être attentif à toutes les fragilités, à tous les signaux de mal-être, voire de détresse que les enfants peuvent exprimer. Dans le cas de Betaram, ils se sont exprimés. Certains, pas tous, mais certains se sont exprimés. Moi, dans mon cas personnel, ma fille, moi-même et mon mari, on s'est exprimés. Une fois que la parole est exprimée, qu'est-ce qu'on en fait? Évidemment, cette situation, elle ne doit pas exister. Quand un adulte a un comportement de quelque forme de violence que ce soit à l'égard d'un enfant, on est dans le champ pénal. Donc on a à la fois un signalement au procureur qui doit être fait et on a par ailleurs des sanctions disciplinaires qui doivent être prises. Je suis parfaitement consciente en vous disant ça que ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Vraiment, ma vigilance, c'est que tout ça ne puisse plus se reproduire. Mais je suis bien consciente, madame, d'abord qu'il y a des drames et avant toute chose, il faut mesurer, et je le fais pleinement, ce que ça veut dire pour les familles qui vivent ces drames, ce que ça veut dire pour les jeunes qui vivent ces drames. Et on doit être de plus en plus vigilant, on essaye de progresser pour qu'on n'ait plus des drames dans nos établissements. Évidemment, c'est notre devoir. Merci.
Avez-vous été harcelé ou témoin de harcèlement lors de votre parcours scolaire? Alors mon parcours scolaire, il remonte à un certain temps. Et en fait, je pense que la société a quand même beaucoup changé sur ce plan-là. C'est des situations qu'on connaissait pas, je pense, à l'époque, ou en tout cas qu'on connaissait beaucoup moins que maintenant. Peut-être qu'il y a un impact des réseaux sociaux. En tout cas, je mesure à quel point la société que vivent nos jeunes est plus violente que celle que moi j'ai pu vivre à leur âge. Avez-vous déjà consulté un psy? Non, j'ai pas eu l'occasion de consulter un psy. On essaye de faire le maximum là aussi pour que tous les jeunes qui sont en souffrance, qui sont en difficulté, puissent y accéder. On a mon accompagnement psy qui s'est mis en place. Ensuite, on a revu les conditions de cette consultation pour qu'il y ait davantage de psy, parce qu'on sait bien qu'il n'y avait pas forcément assez de professionnels qui étaient mobilisés. Donc je pense qu'avec les nouvelles conditions, j'espère que les jeunes qui en ont besoin pourront accéder à un psy. Voulez-vous interdire les téléphones au lycée comme c'est déjà le cas au collège? Pour l'instant, on veut rendre effective l'interdiction qui est prévue dans la loi de 2018, qui prévoit qu'il n'y a pas de téléphone portable au sein des écoles et des collèges. Après, je pense qu'on doit aussi, dans le même temps, avoir une éducation au bon usage du numérique. Le numérique, on va pas dire que ça n'a pas d'intérêt, on va pas vivre sans numérique, mais je pense qu'il faut protéger déjà les plus jeunes et aussi avoir cette éducation à un usage raisonné du numérique. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Je suis infirmière scolaire et je voudrais vous parler de temps, et ceci est un sablier. Je voudrais vous parler du temps qui peut être cruel pour certains élèves, mais aussi du temps qui manque douloureusement pour les infirmières pour effectuer à bien leur mission. Pour illustrer cette situation, j'aimerais évoquer la situation d'une collégienne qui venait régulièrement à l'infirmerie, mais pour accompagner un camarade ou pour des petits mots. Et par manque de temps, cette collégienne, je n'ai pu la recevoir et lui proposer un temps d'écoute qu'en 3e. Il s'est révélé qu'elle était victime d'inceste. La question est combien d'élèves passent entre les mailles du filet parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières scolaires à l'éducation nationale. Récemment, vous avez annoncé des créations d'emplois, mais il manque 15 000 emplois à l'éducation nationale. Et combien avez-vous l'ambition d'en créer ? Alors, je ne peux pas vous donner un chiffre aujourd'hui, parce que vous savez qu'on ne décide pas tout seul des créations d'emplois. Et moi, je mesure pleinement que l'infirmière est sans doute la personne à laquelle on peut le plus facilement se confier. Donc c'est pour ça que j'ai annoncé qu'on voulait créer davantage de postes. Et ça va être des discussions qu'on aura dans le cadre de la préparation du prochain budget, malheureusement. Vous avez un ordre de grandeur, on parle de 50 postes, on parle de 500, on parle de 5000. On raisonne en centaines. Et la formation. Des cadres des assises annoncent un kit vidéo pour mieux former les infirmières, notamment sur la santé mentale. Mais le ministre de la Santé a considéré que l'infirmerie était un lieu de repos pour les infirmières fatiguées qui venaient d'autres services. C'est non seulement méprisant, mais c'est totalement faux. On doit accueillir, écouter, conseiller, soigner, prévenir, protéger. On doit aussi promouvoir la santé à l'école. Est-ce que vous avez l'intention de soutenir la spécialité infirmière qui est aujourd'hui déposée dans la loi infirmière ? Alors, je pense que le ministre de la Santé, il avait en tête des infirmières qui sont mobilisées parfois en 3-8, qui peuvent être dans des blocs opératoires, debout, et qui peuvent avoir envie d'avoir une autre pratique de leur métier. Donc, je pense pas qu'il y avait quoi que ce soit de péjoratif ou méprisant dans ces propos. Donc, vous avez vu qu'il y a en effet une loi qui est en cours de discussion. Je pense notamment que tous ces sujets de santé mentale, qui sont vraiment une préoccupation croissante dans nos établissements, pourraient être au cœur de cette spécialité de ces infirmières de pratique avancée en santé scolaire. Je vous remercie. Alors, est-ce possible de faire du 8-13 heures? Là, je pense qu'on est passé sur les rythmes scolaires. Alors, vous avez vu que le président de la République a souhaité qu'il y ait une convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Et ce qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on ne prend pas bien en compte les rythmes biologiques de l'enfant, que sans doute les collégiens, compte tenu de l'heure à laquelle ils s'endorment, ils se lèvent trop tôt, et par ailleurs que les journées sont
très chargé, trop dense. Pourquoi interdire Pronote ? Entre 20h et 7h, vous pensez qu'on passe nos soirées dessus. Donc je n'interdis pas Pronote, je dis qu'on arrête de mettre à jour Pronote entre 20h et 7h, parce que moi je vois beaucoup de jeunes et de parents qui nous disent que on attend avec impatience le fait que le professeur va rentrer les notes dans Pronote, qu'il est 22h et elles n'y sont toujours pas, qu'il est 23h et elles n'y sont toujours pas. On pourra consulter Pronote, simplement, on n'enverra pas des actualisations et donc c'est pas la peine d'attendre ces notes à minuit. Voilà. Quels sont les avantages en nature en tant que ministre ? Vous avez dans votre ministère, la capacité d'inviter des gens à déjeuner. Je ne sais pas si ça s'appelle un avantage en nature. Ensuite, vous avez une protection et donc vous avez une voiture avec un officier de sécurité qui est avec vous. Je ne sais pas si c'est un avantage en nature. C'est aussi lié à la sécurité dont vous bénéficiez. Bonjour. Bonjour. Les femmes aiment-elles vraiment quand on leur tire les cheveux ? C'est une vraie question que m'a posée un adolescent de 13 ans de manière anonyme juste avant une intervention que j'ai animée dans un collège. Et ce genre de questions, je les reçois quasiment tout le temps et de plus en plus. Et elles reflètent vraiment l'influence massive des contenus violents, sexistes, masculinistes sur les réseaux sociaux. Et ça crée beaucoup d'insécurité à la maison comme à l'école. Est-ce que l'Éducation nationale considère que ça fait partie de sa mission de prévenir contre cette radicalisation sexiste, violente sur Internet? Alors, l'Éducation nationale, elle doit apprendre la relation à l'autre. C'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'on puisse avoir un programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. On sait qu'il y a aussi beaucoup de réactions quand on parle de ces sujets. Certaines familles considèrent que c'est pas du tout l'affaire de l'éducation nationale. Moi, je considère que quand on a en tête qu'il y a 160 000 agressions sexuelles sur des jeunes chaque année et qu'elles sont majoritairement dans le cadre familial, c'est aussi notre rôle de déployer des programmes d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité. Et naturellement, dans le cadre de ces programmes, on aura l'occasion de parler des stéréotypes de genre, de l'égalité entre les filles et les garçons. Ça fait complètement partie de notre mission. Après, il faut reconnaître que s'ils passent 5 heures par jour à voir des vidéos qui propagent des théories absurdes, que ce soit effectivement ces théories masculinistes, ou bien quand on voit des vidéos qui circulent, qui incitent à l'anorexie, on se dit que le combat est difficile. Et qu'après, moi je soutiens complètement le combat que mène ma collègue Clara Chapaz en charge du numérique, pour dire qu'il faut une majorité numérique et qu'il faut protéger nos jeunes des réseaux sociaux, d'obliger les plateformes à contrôler l'âge d'accès à ces réseaux sociaux. Vous savez que dans leurs conditions générales de vente, ou en tout cas d'utilisation, ça ne devrait déjà pas être moins de 13 ans, ne contrôle pas du tout, et on souhaite évidemment que ce soit aussi un âge plus tardif, 15 ans, 16 ans, ça peut se discuter, et donc c'est des décisions qui doivent être prises au niveau européen. Ces grandes plateformes technologiques extrêmement puissantes, je pense que c'est aussi leur responsabilité, puisqu'ils savent tout faire au point de vue numérique, technologique, de nous trouver des solutions. Et s'ils n'en ont pas, on en trouvera pour eux. Ça peut être, par exemple, le numéro élève qui existe. Mais donc, on est d'accord, ces jeunes ne devraient pas être exposés à ces contenus, mais la réalité, c'est qu'ils le sont. J'ai très souvent des messages sur Instagram, sur les réseaux sociaux, de professionnels de l'éducation qui se sentent perdus, qui me disent « Mais comment répondre à ça ? Qu'est-ce que vous avez prévu pour former au quotidien, en partie les professeurs, pour pouvoir gérer ces situations ?» Bien sûr, on va former nos professeurs pour qu'ils puissent mettre en œuvre ce programme. L'apprentissage de l'égalité filles-garçons, on va le démarrer très tôt et c'est fondamental dans la construction du jeune. Merci. Alors, les tablettes sont régulièrement évoquées pour remplacer les manuels scolaires, mais leur efficacité pédagogique et économique fait souvent débat. Quel est votre point de vue à ce sujet ? En fait, je pense qu'on s'est peut-être un peu emballé post-Covid
à vouloir absolument passer sur les tablettes. Et puis, en fait, on se rend compte que ça n'est pas la même forme d'apprentissage que des supports papier écrits. Je dis pas du tout qu'on va rester au 19e siècle et revenir à la plume sergent-major. Évidemment, le numérique, il est appelé à être très présent dans nos vies, et donc on doit aussi sensibiliser à ce que ça peut apporter, mais aussi aux risques qui vont avec. Et en tout cas, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de réfléchir avec les collectivités sur quelle place on donne aux tablettes et quelle place on redonne aux livres. Alors, dans quelle matière étiez-vous la plus nulle à l'école ? J'étais pas bonne. Enfin, je crois que j'avais un peu décidé de boycotter l'éducation physique. Je m'y suis mis après. Et maintenant, je mesure à quel point c'est important pour son équilibre. En fait, je fais de l'aviron. C'est pas très simple à faire comme ça quand on n'a pas un club à proximité. Donc maintenant, c'est juste du footing. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez enfant ? Moi, je voulais être médecin. Donc finalement, je fais autre chose. Donc peut-être ça montre que c'est important de préparer les jeunes, notamment avec la découverte des métiers, pour choisir un premier métier, mais peut-être aussi de se dire qu'on fera plusieurs métiers tout au long de sa vie. Et alors, ce sera quoi, vous, votre prochain métier ? On verra.